Bienvenue sur ce podcast. Que vous soyez sur la route, au travail ou chez vous, il est l'heure de faire une pause budget. Moi c'est Maxime, auteur du site pausebudget.fr. Chaque semaine, retrouvez-moi sur ce podcast, seul ou accompagné, pour découvrir comment mieux gérer votre argent, aligner vos finances avec vos projets de vie, le tout de manière simple, sans jargon et fun. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis affilié à aucun organisme financier, banque ou assurance, et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bassem qui m'a contacté par email et qui, en retraçant sur les grandes lignes, il aura l'occasion de nous redire, c'est un ancien ingénieur commercial et aujourd'hui, il enseigne l'entrepreneuriat dans plusieurs écoles et il est aussi éditeur de livres et CEO de sa propre maison d'édition. Donc Bassem, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation et merci de m'accueillir dans ton podcast. Ça fait Alors pour plaisir. commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et ensuite on va pouvoir aller dans le vif du sujet. D'accord. À la base, j'étais professeur de mathématiques. J'enseignais les mathématiques. Et puis, à côté de ça, j'étais toujours passionné de finances personnelles. C'était toujours un sujet qui me tenait à cœur. Et c'est toujours une littérature pour laquelle j'ai toujours eu une préférence. Donc, j'ai commencé à lire au milieu des années 2000. J'avais déjà lu le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, qui est un grand classique, qui m'a un petit peu ouvert les yeux sur cet univers-là. Ensuite, j'ai enchaîné avec la lecture d'un deuxième livre que tu connais probablement, qui est L'homme le plus riche de Babylone, qui est un tout petit livre qui se lit, je crois qu'il fait même pas 30 ou 40 pages. C'est vraiment un petit roman qui se lit très rapidement. C'est pas un roman, mais c'est une histoire un peu à l'ancienne qui remonterait à l'Antiquité. Comme quoi les principes de la richesse ne sont pas du tout liés à la modernité, aux outils de trading ou de crypto-monnaie, mais ça repose sur des principes et des valeurs qui sont presque ancestrales en fait. Et donc c'est ça, je suis parti à la découverte de cela. Ensuite, j'ai monté ma première entreprise. Donc je suis devenu entrepreneur. J'ai créé ma première entreprise qui s'appelle Promocours, qui est une entreprise de formation, de soutien scolaire. Et parallèlement à cette entreprise-là, en fait, je voulais lire Millionnaire Next Door en français. Donc je suis parti le chercher sur Amazon, un peu naïvement, et je me suis rendu compte qu'il n'était pas disponible en fait en français. Et je me suis dit c'est pas possible, il y a bien quelqu'un en France ou en Suisse ou en Belgique, enfin le monde francophone qui a dû traduire ce livre, c'est pas possible. Et je me suis rendu compte que non, personne n'avait mis le doigt dessus. Donc un petit peu au culot, un petit peu à l'audace, j'ai contacté la maison d'édition américaine. Donc j'ai réussi à retrouver leurs coordonnées. Un peu comme j'ai trouvé tes coordonnées, j'ai trouvé les leurs. Et je leur ai dit, bah écoutez, est-ce que les droits du livre sont disponibles en fait, très très simplement. Je suis allé droit au but. Hein. On n'a pas discuté des mois. Ils m'ont dit oui, effectivement, les droits sont disponibles pour la France. Et donc, je me suis pas posé 36 000 questions. J'ai acheté les droits du livre et puis je l'ai traduit. Et puis le livre existe maintenant depuis. Il est sorti en juin 2020. Donc ça fait déjà un peu plus de 3 ans et demi que le livre est déjà sorti et qu'il a son succès. Donc il continue à s'écouler assez régulièrement et de manière continue. Donc voilà ce que je peux dire. Ensuite, j'ai enchaîné avec un second ouvrage, comme tu l'avais souligné hors antenne. Donc j'ai enchaîné avec un second ouvrage qui s'appelle Votre argent ou votre vie de Vicky Robin, qui pareil que Millionaire Next Door, il n'avait jamais été traduit en français auparavant. Et voilà, c'est un peu ça en fait ma cible, c'est que je choisis toujours des livres qui sont pas traduits en français pour justement les proposer au public français et francophone. C'est un petit peu notre valeur ajoutée. Et tu peux pas savoir le nombre de livres qui ne seront juste jamais traduits en français. Il y en a des tonnes, quoi. Effectivement, euh,
pour les personnes, alors après, toi, tu aides justement à améliorer ça, mais pour les personnes actuellement qui ne parlent pas anglais ou qui n'arrivent pas à lire correctement de l'anglais, eh bien, ils se coupent d'un nombre d'informations qui est quand même assez incroyable, parce que The Millionaire Next Door ou en anglais Your Money or Your Life, c'est quand Yes. même des best-sellers, c'est des livres qui ont vraiment impacté les lecteurs. Et donc, bah, grâce à toi, du coup, maintenant, ceux qui sont restreints par la langue, eh ben, peuvent avoir accès à ce savoir. Donc, Absolument. Et dans le monde d'aujourd'hui, le fait de ne pas avoir accès à cette information-là, ça peut être gênant, ça peut être handicapant. Et justement, nous, ce qu'on propose à travers ces ouvrages, à travers cet effort d'édition, c'est de mettre à portée de tout le monde, du plus grand nombre, ces informations-là et ces connaissances, justement pour leur permettre de grandir, en fait, et d'évoluer, de progresser vers quelque chose de mieux. et Et tu dis nous, je me demandais dans la maison d'édition, vous êtes combien actuellement? actuellement, on est trois personnes. Trois On est personnes, une équipe d'accord. restreinte. On est une équipe restreinte. Euh, En fait, si tu veux, moi je me charge de toute la partie, comme je l'ai raconté il y a quelques instants, sur la partie négociation. Donc, je suis un peu le directeur éditorial, c'est-à-dire que c'est moi qui sélectionne les titres. Et il faut vraiment que j'ai un coup de cœur pour un livre pour vraiment le sélectionner. C'est comme, tu sais, c'est comme une histoire d'amour quelque part. C'est si t'as pas le coup de cœur, parce que le livre après tu vas le porter longtemps après, tu vois. C'est comme un enfant, tu vois. Et donc il faut vraiment avoir le coup de cœur, je dirais. C'est vraiment un métier de passion. Donc ça c'est la première chose. Et donc il y a je fais beaucoup de recherches sur les réseaux sociaux. Je vais dans des librairies anglophones. À Paris, on a une rue de Rivoli qui est un petit peu connue qui s'appelle Smith. Smith et Smith, qui est rue de Rivoli, juste à côté de la place de la Concorde. Si un jour tu as l'occasion de t'y rendre, c'est vraiment une super librairie. Et en fait, là-bas, tous les ouvrages sont que en anglais. C'est 100% anglais, américain, un petit peu de britannique, mais vraiment, on va dire 90% de l'américain. Et je connaissais pas du tout cette librairie, mais en fait, je l'ai connue parce que j'ai assisté à la conférence d'un auteur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Robert Greene, qui a écrit Les 48 lois du pouvoir et Atteindre l'excellence. Et donc, il avait donné une conférence dans cette librairie-là, juste avant le Covid, en mars 2020. C'était vraiment 2 semaines avant le début du Covid. Et j'ai découvert cette librairie à cette occasion et je ne connaissais pas avant. Donc, c'est pour ça que j'en parle à l'audience, au public qui nous écoute. Si vous avez l'occasion, allez dans cette librairie. Vraiment, l'ambiance, elle est très authentique, c'est très rustique. Tous les escaliers sont en bois. Il y a une petite ambiance un peu à la Harry Potter. On a l'impression d'être un petit peu dans le château d'Harry Potter. Et donc, et puis les ouvrages qui sont là-bas en rayon, c'est ceux qu'on verra dans 3 ou 4 ans à la Fnac. Tu sais, il y a toujours ce décalage temporel. Par exemple, il y a une biographie de Tina Turner que j'avais vue il y a déjà 3 ans. Et maintenant, je vois la traduction aujourd'hui dans les rayons de la Fnac dans toute la France. Donc voilà, on a toujours ce petit côté, ce petit coup d'avance. Et donc, oui, voilà, c'est ce que nous, on apporte en tout cas. Je le fais aussi à travers mes missions dans les écoles de commerce, parce que tu l'as dit, je suis aussi professeur en école de commerce. J'ai cette chance de partager mon expérience et ma passion que j'ai pour l'entrepreneuriat et le business, même si c'est mal vu par certaines franges de la population en France. Euh, pour moi, je vois l'entrepreneuriat comme un moyen de s'en sortir en fait. Tu vois, t'as le sport, t'as l'écriture, t'as l'art, t'as le cinéma, t'as tout ce qui est culturel, et puis t'as le business. C'est une porte de sortie pour pouvoir évoluer, grandir. D'ailleurs, on voit beaucoup. Je sais pas si tu l'as remarqué. Je sors un petit peu du sujet, mais je vais revenir ensuite au Vas-y, je sujet t'en qui nous prie. intéresse. Mais il y a beaucoup de. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'athlètes, pas forcément que français, mais français aussi, qui après une carrière au haut niveau ou pas au haut niveau, et ben en général ils ouvraient une entreprise ensuite parce qu'ils ont ils ont tellement de contacts à haut niveau, ils ont tellement de capitaux s'ils ont bien géré leurs finances qu'ensuite ils réussissent et c'est tout le mal que je leur souhaite à se convertir en tant qu'entrepreneur et c'est une voie royale. Oui. Bah, alors effectivement, il y en a beaucoup et je fais aussi
cette constatation, mais il y en a certains qui suivent pas les conseils de The Millionaire Next Door et qui finissent avec plus d'argent une fois qu'ils ont fini leur carrière. Mais, Oui, mais oui. oui, Et, oui, c'est assez terrible, mais tu sais, dans le monde de la musique, dans le monde artistique, dans le monde du sport, il y a quelque chose qui compte, c'est le lifestyle. Et il est important, quand tout le monde sait que tu as beaucoup d'argent, de montrer que tu en as. Et donc, en fait, si tu veux, tu es pris dans une spirale infernale où tu dois toujours montrer que bah, tu es le boss, quoi. Que tu es le boss. Quand tu vas au restaurant, j'imagine qu'ils doivent inviter leurs amis. Quand ils vont au voyage, ils doivent aussi inviter. Ils sont très sollicités parce que on compte sur leur générosité. Mais après, oui, l'éducation financière, c'est vraiment quelque chose qui manque beaucoup. Et bon, là, on est en train de faire une parenthèse sportive, c'est intéressant aussi. Mais j'ai vu que la NBA, la prestigieuse ligue de basket américaine, mettait en place maintenant des programmes d'éducation financière parce que il y avait beaucoup d'athlètes qui arrivaient au bout de leur carrière, sachant que maintenant, plus le temps avance, paradoxalement, et plus les carrières sont courtes parce qu'il y a un effet de renouvellement qui est très très fort. Par exemple, Cristiano Ronaldo qui est encore là à cet âge-là, c'est un ovni quoi. C'est quelqu'un qui est c'est un robot quoi. C'est un Terminator. Je pense pas que tous les joueurs de la Ligue 1 atteindront cet âge-là avec autant de peps, autant d'énergie et je pense que lui il a une hygiène de vie et c'est connu hein, il le dit lui-même, il a une hygiène de vie qui est très particulière. Il dort un certain nombre d'heures. Il a une alimentation, il est suivi par des diététiciens. Et puis pareil pour LeBron James, il investit 2 ou 3 millions de dollars par an pour être suivi par une équipe et ça lui permet de pouvoir poursuivre sa carrière encore quelques années. Et son objectif d'ailleurs, c'est de pouvoir jouer en même temps que son fils. Donc voilà, ça repousse encore à quelques années, mais ce sont vraiment des cas d'exception. C'est vraiment très très rare. Le très gros du bataillon s'arrête. D'ailleurs, on les voit même pas partir. Ils partent dans un relatif anonymat et puis ils prennent parfois des petites portes de sortie discrètement et voilà. et alors, justement, par rapport à ça, à l'éthique, alors j'avoue que par rapport au livre qu'on peut voir derrière toi, euh, j'ai lu en version anglaise Your Money or Your Life, donc votre Ah argent super. ou votre vie. Par contre, j'ai pas lu, il est sur ma liste de lecture, mais The Millionaire Next Door. Ok. Et je me demandais si Je peux t'en justement parler. ça faisait partie, le fait de bien dormir, d'avoir une bonne hygiène de vie. Est-ce que ça fait partie des conseils que peuvent prodiguer ces livres? Parce que c'est effectivement hyper important d'avoir une bonne hygiène de vie pour ensuite pouvoir bien gérer son argent au quotidien. Parce que bah, si on est bien dans son corps, on a plus de facilité à mieux gérer. Bah si tu veux, il est clair que plus tu vas avoir un cadre de vie qui est sain, plus tu vas avoir une alimentation qui, on va dire, équilibrée, plus mentalement tu vas avoir les idées qui vont être claires dans ton esprit, si tu veux. Ok. Donc il y a toujours un rapport de cause à effet entre la manière dont tu vis, la manière dont tu récupères. Je vois que toi, tu es encore assez jeune, donc tu as des facilités, tu dois avoir des facilités de récupération que malheureusement tu n'auras plus après un certain âge. À 50 ans, on n'a plus le même métabolisme, on récupère pas plus aussi vite parce que le corps ralentit. Enfin, il y a des changements en fait qui sont incontournables. Mais si tu veux, euh, ce que je remarque en tout cas chez les gens qui sont fortunés, chez les gens qui sont riches, c'est pas une constante absolue, c'est pas une constante universelle, mais ce sont vraiment des gens qui sont très attentifs aux détails. Ok, il y a un proverbe populaire qui dit le diable se cache dans les détails, et en général, les gens qui ont réussi à bâtir des fortunes en partant de zéro sont des gens qui sont très sensibles, dans tous les sens du terme, sont très sensibles aux détails, qui vont faire attention à tous les alinéas dans les contrats, qui vont négocier fort, plus fort qu'un autre peut-être, plus intensément qu'un autre, qui vont avoir plus d'appétence pour conquérir des parts de marché. Donc, et pour réussir, on doit avoir une hygiène de vie
c'est pas non plus une hygiène de vie d'un futur champion olympique, mais il faut faire attention, il faut bien dormir. D'ailleurs, il y a Elon Musk qui dit qu'il dort minimum 6-7 heures. Jeff Bezos dit qu'il peut pas dormir moins de 8 heures par jour, enfin par nuit, par nuit parce que c'est important de récupérer. Donc oui, 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 le sommeil pour moi c'est capital. Il y a aussi, au-delà de l'alimentation et du sommeil, il y a un autre phénomène qu'on n'a pas encore évoqué, mais je vais en parler tout de suite. C'est le rapport à la distraction. Le rapport à la distraction sont des gens qui sont vraiment focus. Sont vraiment des gens qui sont très très focus, qui arrivent à, comment dirais-je, à se couper du cinéma, de la musique, du théâtre ou je sais pas, et qui arrivent à rentrer dans une bulle de créativité et en fait, j'en parlais avec un entrepreneur américain et tu sais ce qu'il m'a dit, c'est une phrase qui m'est restée en tête. Il m'a dit, tu sais, les gens pensent qu'on manque de temps, mais en fait, on manque de focus. On manque pas vraiment de temps dans une journée. Mais les moments dans la journée où tu vas avoir du focus, et c'est ce qui va nous manquer en fait. Donc c'est sur ça qu'on devrait travailler, plus de focus et plus d'efficacité. Oui. Et, Mais c'est important. et est-ce que justement ce sont des principes, alors on va pouvoir étayer un peu, mais des principes qu'on retrouve dans The Millionaire Next Door? Tu as parlé de que comment dire, la capacité à mieux négocier, à plus être focus, à conquérir plus de parts de marché. Tu me redis si je me trompe, mais The Millionaire Next Door, c'est en fait quelqu'un, bah, l'auteur, je sais pas qui c'est, d'ailleurs, j'ai pas retenu son prénom, mais qui est allé interviewer, en fait, rencontrer différents millionnaires pour voir comment ils vivaient et casser les mythes de le millionnaire roule en Ferrari, en Lamborghini, Oui, il a un yacht et tout ça. Est-ce que absolument. En voilà, fait, tu peux étayer un peu si tu les veux, principes et bien comment sûr, tout ça? bien sûr. En fait, si tu veux, ce sont deux auteurs. Il y a deux auteurs. Il y a Thomas Stanley et William Danko. Ce sont deux universitaires. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à la fin des années 90, ils ont créé un outil, un logiciel, en recoupant les données fiscales, en recoupant des données patrimoniales. Ils ont réussi à géolocaliser les personnes. Ils ont fait une cartographie des millionnaires aux États-Unis en recoupant des données statistiques, ce qu'aujourd'hui on appelle de la data, du big data. À l'époque, il n'y avait pas encore le big data, mais ils ont réussi à recouper des informations, à recouper beaucoup, beaucoup de données, donc financières, économiques, patrimoniales, géographiques. Et quand ils ont recoupé toutes ces informations, comme des journalistes ou des enquêteurs, des investigateurs, la première la première conséquence qu'ils ont vue, c'est que les gens qui étaient vraiment millionnaires, ils n'habitaient pas dans les quartiers chics. Ça, c'est la première chose qu'ils ont vu, c'est que beaucoup de millionnaires habitaient dans des quartiers qu'on appelle de la classe moyenne. Ok. Et donc, et donc, et donc ça, c'était étonnant parce que c'était une découverte. C'était une découverte pour eux. Et ça voulait dire qu'en fait, les millionnaires, en fait, on ne sait pas qu'ils sont millionnaires, si tu veux. C'était comme un espèce de moment où ils se disent, en fait, ils sont dans la mêlée, en fait. On voit pas, c'est pas écrit sur leur front qu'ils sont millionnaires. Et donc, et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles ils sont millionnaires, c'est parce que justement, ils ont un style de vie qui n'est pas du tout ostentatoire. Ils vont pas avoir une limousine devant chez eux, ils vont pas avoir de Rolex, ils vont pas avoir un jet privé. Et c'est justement parce qu'ils vivent comme monsieur et madame tout le monde, comme la classe moyenne, qu'ils arrivent à bâtir leur patrimoine dans le temps, par des investissements immobiliers, par un portefeuille d'actions, par de l'entrepreneuriat. Ok. Et donc, ils arrivent justement à atteindre ce statut en étant un peu patients. Ils arrivent à bâtir leur patrimoine et leurs millions ainsi. OK. Et alors effectivement, c'est vrai que après là c'est une autre dimension parce que on va plus parler de millions mais bah, de milliards pendant quelques secondes. Mais c'est vrai que quand on voit un Mark Zuckerberg ou un Warren Buffett dans la rue, bah,
je le vois pas tous les jours dans la rue, mais façon de parler, eh ben, ils sont habillés de façon classique. Alors, leurs vêtements coûtent beaucoup plus cher que les nôtres, mais on n'a pas une grosse marque, c'est pas marqué Lacoste ou je sais pas quelle marque, Gucci ou bon, j'y connais rien en marque de luxe, mais Oui, voilà. oui, oui. En gros, c'est pas affiché sur eux. Si on sait pas que leur Oui, t-shirt vaut 500 euros, bah on peut pas le deviner oui, parce que c'est un t-shirt qui est tout simple bien et sûr. même bah, Warren Buffett qui vit dans la même maison depuis des années, depuis qu'il a son Oui, premier million, je crois, ou quelque chose comme ça. oui, oui, Comment dire? Ben, je sais plus ce que je voulais dire juste après, mais voilà, en tout cas, oui, oui. euh, J'ai compris l'idée, ouais, c'est je vois ce voilà. que tu veux dire. Mais en fait, ces entrepreneurs-là, et on peut mettre aussi Elon Musk, on peut aussi mettre Elon Musk dans la même boucle. Ces entrepreneurs-là, euh, ils ont déjà un statut social, ils ont déjà un statut social qui est au top de la pyramide. Niveau social, ils sont déjà au top. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir du luxe, de consommer du luxe, parce que déjà leur position sociale et tous les avantages dont ils profitent sont déjà quelque chose d'exceptionnel. Ok, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Donc, ils n'ont pas besoin de luxe. Le luxe, c'est vraiment pour les gens, pour dire, bah, regardez-moi. Il y a un côté un peu blink blink, tu sais, où on te dit, bah, regardez, j'existe, j'ai un sac de telle marque. Regardez mes lunettes, regardez ma montre. Donc c'est comme pour pallier à un vide, pour pallier à un manque. Tu dis voilà, euh, regardez-moi, j'existe par ma consommation. Et ça, justement, c'est le piège de la chose où tu ne deviendras pas riche parce que si tu commences à acheter des sacs à 3000 euros ou même plus, hein, j'ai même vu des sacs beaucoup plus chers, hein, des sacs Chanel à 30 000 euros, ça existe, hein, 30 000, 40 000 euros, ça existe. À moins d'être un prince saoudien ou qatari, pour eux c'est pas cher, mais pour le commun des mortels, oui, si on rentre dans cette voie-là, mais ça c'est un trait qu'on a caricaturé, si tu veux, c'est un trait qu'on a grossi. Mais il y a des gens aussi qui sont dans une consommation qui est pas forcément luxueuse, mais qui va quand même les ruiner parce que ils ont des crédits à la consommation à n'en plus finir. Tu sais que les crédits à la consommation, je pense que tu le sais très bien, ce sont des taux qui sont hyper élevés. Je crois que c'est du 12-13%. C'est beaucoup, même plus, peut-être maintenant avec l'augmentation des taux. Donc c'est une spirale infernale dont tu sors jamais, en fait, finalement, et tu passes ta vie à rembourser. Donc t'es un peu l'esclave des usuriers, si je peux prendre ce raccourci-là. Tu subis, euh, tu subis et tu fais que rembourser des dettes et tu profites jamais, en fait, de ton argent. Et Donc ça, c'est terrible. et il y a en plus un paradoxe qui est assez connu, c'est le paradoxe de l'homme dans la voiture. Je sais pas si tu le connais, Non, dis-moi. qui explique, m- qui image plutôt bien en fait le fait que beaucoup de personnes dépensent de l'argent pour montrer qu'ils ont de l'argent, et en fait tout le monde s'en fout. Ah oui. Le paradoxe de l'homme dans la voiture, c'est que t'es assis dans un parc juste à côté de la rue, et tu entends, si c'est un moteur thermique bien sûr, une Oui, Ferrari qui arrive dans le coin de la rue. Et en fait, tu vas oui, regarder la Ferrari parce que c'est quelque chose de... Même si t'aimes pas les voitures, c'est quelque chose qui est différent. Donc tu vas au moins jeter un œil pendant un instant. oui, Et donc tu vas penser à cette voiture. La voiture va oui, passer et à aucun moment tu n'auras pensé à la personne qui est dans la voiture. Tu auras juste pensé à la oui, voiture. Et celui qui est dans la voiture va dire ah bah regarde, il y a tout le monde qui me regarde. Ils savent que j'existe, alors que non, à aucun moment quelqu'un a pensé à lui. Ils ont juste pensé à la voiture. Et donc, oui, c'est pour montrer que c'est pas parce que tu achètes des choses qui te qui montrent entre guillemets ouais j'ai de l'argent que bah tu vas avoir plus de valeur ou autre. Et les gens vont peut-être même oui. finir par ne plus te remarquer parce qu'ils vont remarquer les objets et pas toi. Et voilà, ça c'est Bien sûr, bien sûr. Non. pas En fait, si forcément tu hyper bien veux, expliqué, mais c'est le paradoxe de l'homme dans la non, non, voiture. c'est clair, c'est clair.
je comprends bien ton point de vue. Si tu veux, ce que dit Millionnaire Next Door, ce que dit aussi Votre argent ou votre vie de Vicky Robin, Ouais, on y c'est viendra juste que après à celui-là. c'est ok de rouler, c'est ok de rouler avec une Ferrari. Il n'y a pas de souci de rouler avec une Ferrari. Euh, Toi ou moi, on peut être le bonhomme dans la Ferrari, mais la Ferrari, il faut qu'elle vienne à un moment où tu as déjà constitué ton patrimoine avant. Mais malheureusement, pour la majorité d'entre nous, ça va être l'inverse qui va se passer. On va d'abord vouloir flamber. D'ailleurs, les gens le disent. J'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai flambé. On voit que ça sur les réseaux sociaux. On voit que ça sur Instagram. Des gens qui flambent. Alors que on devrait être beaucoup plus raisonnable. On devrait être beaucoup plus sage. Si on a un peu d'argent, il faudrait plutôt avoir le bon réflexe de l'investir pour justement générer des revenus qui, eux, peut-être plus tard, si c'est vraiment notre souhait, nous permettront d'acheter une Ferrari et de profiter de la vie, hein, parce qu'il faut aussi profiter. Hein, il n'y a rien de mal. Hein. Et faut pas oublier à profiter aussi sur le moment présent et ne pas investir Bien sûr, 100% de son argent. euh, bien Parce que sûr, voilà, faut pas vivre dans 40 ans, mais vivre aussi oui, bien sûr, aujourd'hui. Faut faire attention bien à ça sûr. et voilà, à être modéré. Et Oui, est-ce qu'il y a un autre grand principe de The Millionaire Next Door que tu aimerais partager? oui. Le livre, il est très riche en principes. L'autre vérité, donc j'avais parlé tu sais, de la découverte géographique que les millionnaires vivaient avec la classe moyenne aux États-Unis. La deuxième, euh, la deuxième découverte des auteurs, c'est que la très grande majorité des millionnaires qui ont été interviewés pour le livre, euh, 80%, donc c'est vraiment une majorité écrasante, se sont constitués leur patrimoine tout seuls, sans avoir hérité de leurs parents, sans avoir gagné au loto, sans avoir fait des paris sportifs ou je sais pas quoi. Ils ont réussi à faire ça en quelques années. Euh, et en général, dans 90% des cas, c'est en créant leur propre business. C'est pour ça que je suis pro-entrepreneuriat, parce que c'est un moyen de créer de la valeur pour autrui, de rendre service aux autres, et ensuite de pouvoir aussi en profiter soi-même. Et donc c'est pour ça que tu enseignes dans des écoles en fait l'entrepreneuriat. C'est pour aider les gens à pouvoir Oui, faire. absolument. J'essaye de leur. Mais comme je suis face à un public étudiant, généralement étudiants, ce sont des gens qui sont en école de commerce, donc ils ont 20, 21 ans, 23, 24, 25 maximum. Ils n'ont pas forcément cette maturité parce qu'en fait, on leur a jamais enseigné la prise de risque, malheureusement. Moi, je pense qu'il devrait y avoir au lycée des cours de peut-être pas d'entrepreneuriat parce qu'on n'a pas encore la culture, mais peut-être des cours de prise de risque, des cours d'éducation financière pour avoir des bases, pour gérer son budget, savoir ce que c'est un actif, ce que c'est un passif, qu'est-ce que c'est un investissement, comment calculer un taux de rentabilité. En plus, on pourrait mélanger ça avec des mathématiques, donc on reste toujours dans la pédagogie, avec des taux, des calculs de taux. Mais bon, on est un petit peu en retard sur ça en France, mais on est en train de rattraper notre retard sur les États-Unis. Mais il y a quelque chose de culturel. Là-bas, Millionaire Next Door est disponible dans tous les aéroports aux États-Unis, alors qu'ici, on va plus trouver d'autres ouvrages, d'autres romans. Mais c'est lié à la culture du pays. Hein. C'est pas du tout un reproche. Mais donc la deuxième leçon que j'aimerais partager avec l'audience, c'est que la majorité des millionnaires se sont faits tout seuls. Alors je sais que ça fait partie du rêve américain, le self-made man, le personnage qui s'est fait tout seul, mais c'est vraiment prouvé par des chiffres. Et, euh, comme le dit l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc il faut lancer son business et dans un secteur d'activité qui nous passionne. Et puis, euh, et puis voilà, il faut se lancer. Je reviens 2 secondes sur le fait de créer un business et effectivement, et sur la différence de culture, c'est vrai que j'ai plus les chiffres en tête, donc je vais pas dire de chiffres, mais en Amérique, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup plus d'Américains qui ont un petit business, pas forcément quelque chose qui rapporte Oui, des milliers d'euros, mais un petit business
à côté de leur travail. Il y a vraiment beaucoup d'Américains qui ont ça et qui en fait ont cette mentalité de Oui, aller se créer une source de revenus, au moins une autre source de revenus. Et oui, mais parce qu'en fait, l'État américain, si on compare l'État américain à l'État français, l'État américain est beaucoup, parce qu'en fait, les États-Unis, c'est un pays qui est beaucoup plus grand que la France. Je pense que là-dessus, il n'y a pas débat d'un point de vue géographique. Donc, l'État, si l'État américain ferait comme l'État français, ce serait très compliqué pour lui de pouvoir occuper l'ensemble de l'espace. Et donc, ici en France, parce que la France, c'est un pays qui est beaucoup plus ancien que les États-Unis, la France, c'est un pays qui est millénaire, ok, qui remonte aux Capétiens, on peut remonter aux Mérovingiens, on peut remonter à Vercingétorix, avec l'histoire de Jules César et de la Gaule. Donc, à côté, les États-Unis, en termes d'histoire, c'est un lutin, quoi. Ils ont pas d'histoire. Ils ont pas vraiment d'histoire. Ok? Ils ont pas vraiment une culture. Ils ont une culture, mais elle est encore embryonnaire, pas si on compare à la France. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de touristes américains qui viennent en France, qui peuvent venir. Bon, je vais dire Paris parce que c'est la capitale, mais toute la France, tout le pays, c'est la destination numéro un dans le monde de toutes les manières. Et donc, il y a beaucoup d'Américains qui viennent pour, bah déjà en général, ils ont déjà des racines françaises pour certains d'entre eux, parce que tu sais, il y a toute l'immigration française, notamment vers la Louisiane. Il y a beaucoup de Français qui étaient en Louisiane avant que Napoléon Bonaparte la vende en Amérique, aux États-Unis. Donc il y a encore, quand on va à la Nouvelle-Orléans, il y a encore des rues qui sont des rues avec des noms français. Euh, donc il y a beaucoup de touristes américains qui ont des origines françaises. Et parce que la France, bah, c'est numéro un dans la gastronomie, parce que on a les meilleurs musées du monde. Tu prends juste le Louvre, c'est juste exceptionnel. Les palaces en France, c'est exceptionnel. Donc voilà, ils essaient de renouer. Et puis la France, il y a un côté chic, il y a un côté, il y a un côté chic qu'il n'y a pas là-bas, si tu veux, et qu'il n'y aura jamais là-bas, parce que là-bas, c'est de la pop culture, c'est du chewing-gum, c'est le coca, c'est le hamburger. Et ici, il y a une espèce de raffinement, si tu veux. Il y a un raffinement, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la pâtisserie, que ce soit dans la gastronomie, que ce soit dans tout ce qui est cognac, tout ce qui est vin, tout ce qui est champagne, et j'en passe, qui fait que les Américains, bah, ils adorent la France, parce que pour eux, quand on leur dit France, bah déjà, ils pensent au chic à la française. Première image, ils pensent à Paris, je pense, avec l'image de la Tour Eiffel et puis de tout le luxe qu'il y a autour. Et puis, deuxième image qu'ils ont, c'est la French Riviera. Donc, c'est la Côte d'Azur bah, c'est Cannes, c'est Monaco, c'est la Croisette. Enfin, c'est le rêve. Pour eux, c'est un pays qui les fait rêver. Hmm. Tu vois? Et- Donc c'est culturel. Donc, oui. c'est culturel. Et je pense qu'il y a Et la aussi France, un élément qui est important dans cette différence de mentalité, c'est aussi bah, l'État français aide beaucoup plus. Alors, je ne suis pas expert du sujet, je préviens, mais l'État français aide beaucoup plus les Français que l'État américain, ne serait-ce que par rapport au système de retraite où bah, les Américains, il faut plus qu'ils se constituent leur retraite. Donc, c'est vrai que ça aide aussi, ça alimente cette mentalité de d'aller se créer des revenus, aller se créer un business et grandir plutôt que alors c'est pas méchant envers les Français, mais plutôt que de se laisser porter et non, non, bien sûr. de Alors, toucher ensuite sa retraite. Voilà. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui doit beaucoup expliquer cette différence de mentalité et, en plus des origines et tout ça et de l'histoire entre bah, l'histoire des différents pays. on va dire que l'État français, il intervient plus que l'État américain, il intervient plus. Mais si on veut tout raconter, on va dire que l'État français aussi, il prélève plus en fait aussi parce que il y a plus de prélèvements sociaux, il y a plus de charges patronales, il y a plus de charges sociales en France, un peu plus qu'aux États-Unis. Et il y a quelque chose qui est lié aussi à la politique,
alors, je veux pas faire de politique, j'ai pas de positionnement politique, c'est pas du tout mon propos, mais il y a toute une partie, les gens vont reconnaître ce que je vais dire. Il y a tout un segment de la politique française qui voit justement ces aides comme un rééquilibrage social. C'est-à-dire que ces aides, c'est pas le fait de se laisser porter par la vague, mais on va essayer de rééquilibrer. Je vais le dire un peu cash. On va essayer de récupérer aux riches une partie, une fraction de ce qu'on a pris aux riches sous forme de TVA, sous forme d'impôts, sous forme de prélèvements en tout genre, et on va le redistribuer à une frange de la population qui est un peu plus en demande, un peu plus dans le besoin en fait en tout cas. Donc il y a une espèce de rééquilibrage social et moi je vois pas ça d'un mauvais œil si tu veux, mais c'est comme une soupape de refroidissement. Ça permet à l'ensemble de la société de faire corps et d'avancer. Même si je constate, parce que je regarde beaucoup les réseaux sociaux et je vois que sur YouTube, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui deviennent, comment dirais-je, opposées à ce type de politique et qui s'opposent même publiquement et qui se disent, bah non, c'est pas normal que des gens qui font rien de la journée touchent autant, alors que moi je me réveille à 5 heures du matin, machin. Donc il y a, mais ça, bon, ça c'est plus un côté politique. Mais moi je t'explique ça sans avoir de parti pris. Moi, la manière dont je le vois, c'est plus une sorte de réajustement ou de rééquilibrage d'une allocation qui va d'une frange de la société vers une autre pour que l'ensemble reste, pour que les très gros, ceux qui gagnent beaucoup, continuent à gagner et continuent à prospérer, et que ceux qui gagnent un peu moins reçoivent une aide et continuent d'accepter le système. C'est un peu la pilule rouge, la pilule bleue dans Matrix. Quel est le choix? Est-ce que c'est la pilule du choix ou est-ce que c'est le choix de la pilule qu'on est en train de faire? Donc, c'est tout ça, tu vois, c'est, c'est une question un peu complexe. Et puis aux États-Unis, tu sais, il y a cette mentalité qu'on appelle le hustle. Hustle, c'est-à-dire, comment je pourrais le traduire? C'est une mentalité un peu, je vais me débrouiller par moi-même. Je vais créer mes opportunités et je vais essayer de créer mon business en partant de zéro. Et il y a, il y a toute, là-bas, si tu veux, on voit ça comme des héros, tu vois, quand tu parlais par exemple de Mark Zuckerberg ou de Jeff Bezos mais ils n'ont pas le choix. C'est ça que nous, on n'arrive pas à comprendre en France. C'est que c'est ça ou t'es à la rue. Donc, ils sont obligés de se débrouiller, de trouver des business et de développer leur entreprise d'une manière ou d'une autre. C'est une question de vie ou de mort pour eux. Donc, c'est pour ça ils sont plus affûtés que nous. Ils sont plus agressifs. On n'est pas assez agressifs. Et comment tu amènes justement alors pas forcément cette mentalité, mais comment tu amènes cette notion d'entrepreneuriat? Comme tu disais, tu parles à des jeunes qui ont entre, on va grossir le trait, 18 et 24 ans. Comment tu amènes cette notion d'entrepreneuriat, nous, Français, qui n'avons pas cette urgence de devoir créer un business? Alors, j'essaye, parce que, tu sais, toi, moi, tout le monde, on est formaté par notre environnement. On est formaté par l'éducation qu'on a reçue. On est formaté par les valeurs que nos parents nous ont transmises. Même si après, quand on devient plus adulte, on peut les remettre en question, on peut se remettre en cause soi-même. On peut changer, tu vois, on peut changer, on peut évoluer, on doit évoluer. Donc moi, la manière dont j'amène ça, c'est que je leur dis, écoutez, vous allez pouvoir travailler. En fait, ce que je leur dis, j'arrive dans la première séance, je leur dis, l'entrepreneur, vous savez ce que c'est? C'est vous créer vous-même le job de vos rêves. C'est aussi simple. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. Tu vois? C'est vous allez créer le job de vos rêves. N'attendez pas que X, Y ou Z vous fasse la proposition d'une candidature, d'envoyer un CV, de répondre, de faire des entretiens d'embauche pour pouvoir intégrer un poste à responsabilité chez Samsung, chez Apple ou chez Thomson ou je ne sais où, mais créez votre business et vous serez tout de suite le CEO de votre propre boîte et vous allez pouvoir recruter les gens en qui vous avez confiance.
Donc si ça marche pas, c'est vous les fautifs. Vous allez pouvoir recruter vos clients, à vous de bien cibler. Vous allez faire des stratégies, vous allez investir de l'argent, vous allez donc il y a tout un travail intellectuel, stratégique, de tactique, d'attitude, de comportement. Et puis tu sais, autre chose que je leur dis, en complément de ce que je t'ai déjà dit là, c'est que je leur dis, vous savez, être entrepreneur, ça demande des compétences qui sont tellement transversales qu'il n'y a aucune école au monde qui pourra vous apprendre. Ça veut dire, ce que je veux dire là, par là, Maxime, c'est que quand tu es entrepreneur, tu dois être à la fois un financier, un ou une financière, un stratège, une stratège. Tu dois sentir les gens, tu dois avoir un instinct, une intuition incroyable. Et en même temps, tu dois être un leader ou une leader. Et en même temps, tu dois savoir t'entourer des meilleurs. Parce que si tu t'entoures pas des meilleurs, tu vas avoir une équipe de bras cassés et vous n'allez pas pouvoir avancer correctement. Donc tu vois, déjà, je t'ai donné cinq compétences que tu vas retrouver en France et dans le monde entier. Hein, c'est pas, je ne veux pas me focaliser sur une vision franco-française. Dans le monde entier, tu vas trouver, allez, tu sais quoi? Dans un panel de 100 personnes, si on prend un panel de 100 personnes pour avoir un pourcentage, tu vas en trouver entre 5 et 10 personnes maximum qui ont les 5 compétences que je viens de te dire là. En prenant 100 personnes au hasard, tu vois, sans faire de tri, sans se faire un tri au préalable. Donc, déjà, un entrepreneur, ça demande des compétences qui sont hyper rares dans la vie. Et en plus, une sixième compétence, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du risque. Déjà, si t'es lâche, si t'as peur, si t'as peur de perdre ce que t'as investi ou quoi aux caisses, déjà t'es plus dans le game. Ça y est, t'es hors jeu comme on dit. Donc tu vois. Donc moi je leur dis, donc faut être stratège et il faut toujours viser le fait de se faire plaisir aussi, parce que l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat ça doit pas être une charge, ça doit être un plaisir. Et c'est comme ça qu'ils le sont. Bien sûr, il y a toujours l'appât du gain. Je vais pas dire non, ils font ça, c'est du bénévolat, c'est de la philanthropie, ils font ça parce qu'ils aiment leur prochain. Non, franchement non. Sinon, ils auraient fait une association, ils auront créé une ONG. Mais l'entrepreneuriat, le business, c'est à la fois une manière de s'améliorer soi-même et une manière d'améliorer le monde en proposant une offre qui n'existait pas avant. C'est tout ça que je leur dis en fait dans mes cours, D'accord. en préambule. Mmh. Et justement, tu parlais d'une des caractéristiques principales qui crée un entrepreneur, c'est le savoir gérer son argent, c'est la capacité financière. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler maintenant un peu plus du livre, alors en français, Votre argent ou votre vie? Pour votre vie, absolument. Alors, Votre argent ou votre vie, on va dire, c'est un livre qui est un peu plus psychologique. Bah, tu l'as lu en anglais, donc c'est une approche un peu plus développement personnel que Millionnaire Next Door. En fait, si tu veux, Millionnaire Next Door, c'est plus analytique. Tu vas voir, il y a des tableaux, il y a des chiffres, c'est très factuel. Tu peux pas contredire ça, tu vois. Alors que Votre argent ou votre vie, c'est plus une approche plus et les deux se complètent bien. Hein. Les deux se complètent. Votre argent ou votre vie, d'abord, il va t'inviter à changer ta relation à l'argent. Si tu as une relation à l'argent qui est toxique, si tu es un acheteur ou une acheteuse compulsive, il va t'inviter à chercher la raison de cette tendance, de cette habitude chez toi à dépenser à tort et à travers. Donc en fait, les premiers chapitres du livre, c'est déjà une remise en cause personnelle. C'est-à-dire, on va te dire, mais pourquoi tu fais ça? Tu dois changer ton attitude, tu dois changer ton rapport à la consommation, tu dois bien sûr changer ton rapport à l'argent. Il y a comme une espèce de remise en cause, c'est comme un espèce de reset où tu vas redémarrer la machine et tu vas essayer d'avoir un rapport plus apaisé à l'argent. Tu vas percevoir l'argent comme quelque chose, un outil qui va pouvoir être le fruit de ta liberté et non la conséquence d'un emprisonnement. Donc il y a il y a tout ce côté un peu développement personnel que j'ai beaucoup apprécié dans le livre, sinon je l'aurais pas choisi bien sûr. Et donc et puis c'est écrit par une femme. Tu sais, les femmes elles ont une sensibilité qui est beaucoup plus à fleur de peau que nous les hommes. Nous on est un peu brut de décoffrage, tu vois, on est brut de pomme. On est des gens on est pragmatique, on nous dit bah ça marche pas, bon avançons. Alors que les femmes elles ont une autre elles sont plus subtiles que nous. Tu vois, elles ont une autre sensibilité.
Nous, on va plus fonctionner avec notre raison, et l'histoire, à travers les âges, l'a prouvé. Et puis elles vont plus fonctionner avec le cœur, ou avec leur sensibilité, ou avec leur intuition. Donc, c'est pas le même rapport au monde. Nous, on s'en rend pas compte, parce que bon, voilà. Donc, le livre, il a une espèce de couleur, il a une espèce de tonalité, si je mets les deux livres en articulation l'un avec l'autre, qui est totalement différente, mais en même temps qui est totalement complémentaire. Parce que si tu mets d'un côté les leçons de Millionnaire Next Door et que tu arrives à les articuler pardon, avec toute la subtilité et la sensibilité de votre argent, votre vie, et bah, tu as un mélange qui est explosif. Et là, ton approche de la finance, elle a complètement changé en fait. Oui. Alors, juste pour remettre rapidement dans le contexte, il me semble que donc Votre argent pour votre vie, c'est le livre. Alors peut-être pas le livre, mais c'est vraiment l'un des précurseurs du mouvement qui s'est beaucoup développé aux États-Unis, qui arrive en France, le mouvement FIRE. C'est bien ça? Absolument. Ouais. Donc Absolument. Bah, c'est la. c'est un livre en fait qui parle beaucoup aussi de frugalisme. Est-ce que tu peux nous en Bien dire sûr. quelques mots dessus? Et est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans The Millionaire Next Door? Alors absolument, bah, le livre Votre argent ou votre vie de Vicki Robbins, c'est la première pierre à l'édifice du mouvement FIRE, qui est très populaire aux États-Unis. Ça commence à arriver en France, toujours avec, tu sais, ce décalage temporel, mais c'est pas grave. Donc c'est le fait de pouvoir, en fait, si tu veux, c'est pour ça que je te parlais de ça il y a un instant. C'est toute une philosophie de vie, si tu veux. C'est-à-dire que on va apprendre à se contenter on va apprendre à se contenter du minimum, non pas parce qu'on est en carence, non pas parce qu'on est en manque, mais on va se contenter du minimum parce que c'est plus sain. C'est plus sain pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est plus sain pour la planète, c'est plus sain pour la société dans laquelle nous vivons, et donc c'est plus sain pour l'ensemble de toutes les parties prenantes. Ok. Le fait de ralentir, comme on dit aux États-Unis, de slow down, de ralentir, de prendre le temps, déjà prendre le temps pour soi, c'est important, de moins consommer, d'être dans une économie un peu plus de circulaire, un peu plus de partage, ok. Ne pas vouloir être propriétaire d'un 4000 mètres carrés, ça n'a aucun intérêt, ok. D'être dans le partage, de pouvoir aussi créer de l'entraide parce que ça crée des synergies, ça crée des convergences, ça crée des rencontres inattendues. Et donc, et puis ça fait du bien en porte-monnaie parce que quand on est dans ce partage, euh, ça allège nos finances. Donc en fait, on va accéder à cette liberté financière parce que l'objectif c'est aussi de sortir du salariat et d'atteindre cette liberté financière en ayant des actifs qui génèrent pour nous de l'argent. C'est ce que disait Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre. Faites en sorte que l'argent travaille pour vous et pas que ce soit vous qui travaillez pour l'argent. Donc c'est vraiment inverser la pyramide. Et donc cette frugalité, il ne faut pas l'apercevoir comme une sorte de comment dire, de punition. Si on l'aperçoit comme une punition, c'est qu'on n'a pas compris le truc. Il faut l'apercevoir comme une opportunité, une chance déjà de changer de rythme de vie et surtout d'alléger ses finances et d'atteindre cette indépendance financière beaucoup plus rapidement que si on était un dépenseur compulsif et complètement fou avec beaucoup de crédit à la consommation, zéro investissement et pas d'actifs. D'accord. Et bien sûr, on retrouve cette frugalité dans Millionaire Next Door. Oui, c'est une composante qui innée entre guillemets, qui fait vraiment cœur avec les millionnaires, les self-made millionnaires qui sont Bien partis de sûr, zéro. bien sûr. D'accord. Alors il y a deux petites histoires que je peux raconter du livre sans spoiler le livre. Deux Je petites t'en histoires prie. rapides. Dans Millionaire Next Door, on retrouve cette frugalité. La première, c'est il y a tout un chapitre sur les véhicules. Tu parlais tout à l'heure de la Ferrari à juste titre. Et en fait, il y a tout un chapitre sur les véhicules. En fait, pour te la faire courte, ils nous disent qu'en fait, les millionnaires next door, ils roulent dans des voitures d'occasion. Ils se prennent pas la tête. Ils achètent jamais de voiture neuve parce que dès que la voiture a franchi la barrière de la concession, elle a déjà perdu 20 ou 30% de sa valeur. Donc ça n'a aucun intérêt.
Donc c'est ça être millionnaire next door, c'est que ces 20 ou 30% que j'ai payé au concessionnaire, je vais les garder pour moi et je vais les mettre sur un actif qui va pouvoir constituer mon patrimoine et me rendre plus riche à terme. Si on a compris ça, on a compris tout le livre. En fait, c'est toute la mentalité du livre. La deuxième histoire, donc, ils roulent tous dans des voitures d'occasion. Après, ça peut être des Porsche, hein, mais ça reste des Porsche d'occasion. Et en plus, quand on achète des voitures neuves, en général, on doit comparer. Donc, il y a toute la perte de temps où on compare le prix d'un concessionnaire A, concessionnaire B, on négocie. Donc, tout ça, c'est du temps qu'on n'a pas mis auprès de sa famille, pour soi, à faire du sport, à se développer mentalement, à créer un réseau, etc. Bref. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'une entrepreneuse aux États-Unis où l'auteur croise cette personne à 5 heures du matin sur le tarmac pour prendre un avion. Et c'était une personne qui était connue aux États-Unis parce qu'elle passait à la télé, etc. Et il lui a dit, mais pourquoi vous êtes déjà riche? Pourquoi vous prenez encore des billets d'avion si tôt le matin? Parce que les billets qui sont plus tôt sont un peu moins chers. Il dit, mais pourquoi vous n'avez pas votre jet? Pourquoi vous êtes encore en classe économique à prendre un avion à 5 heures du matin? Et la personne lui a expliqué que ça faisait partie de la frugalité, ça fait partie de tout un cheminement de pensée que il fallait pas dépenser, il fallait pas, comment dirais-je, il fallait pas être déraisonnable avec l'argent et qu'il fallait le soigner. Et ça fait partie des choses qui sont importantes. Il faut soigner sa relation avec l'argent et l'argent nous le rendra bien après parce que faut être très vigilant sur ses dépenses. Et alors ça me fait rebondir, justement, j'ai pris l'avion il y a quelques jours et je pensais à ça parce que j'étais dans un fil des billets classiques et à côté de moi il y avait la file de ceux qui avaient pris le billet plus plus pour pouvoir embarquer plus vite. Et, euh, et vraiment quand j'étais dans la file, je voyais ils étaient à côté de moi en train d'attendre, mais ils attendaient dans une file qui était juste différente de la mienne. Et ils Ah sont oui, montés dans l'avion en fait en premier, mais 5 minutes avant moi. Et je me ouais, suis dit, mais c'est bizarre. Après, il y a peut-être des cas quand tu as un business, tout ça, où vraiment t'es à la minute près. Mais je me dis que ces personnes ont payé plus cher pour être au même endroit, mais juste 5 minutes, et donc plus tôt, et donc attendre 5 minutes, mais à un endroit différent. Et surtout qu'elles vont arriver au même endroit que moi au même moment, parce que l'avion, il va pas se diviser ou autre. Donc c'est vrai que j'avais jamais eu cette réflexion, mais là je l'ai vu et je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui payent pour en fait des ouais, faux services et voilà. Et alors que prendre une classe économie versus une classe business, bah certes c'est pas le même confort, mais tu oui, arrives au même endroit dans les mêmes temps et donc voilà. oui. Oh, c'est un petit peu ridicule. C'est un peu ridicule et on peut transposer ça aussi au véhicule parce que le véhicule va nous amener d'un point A à un point B et sauf si on a une Bugatti qui roule à 300 km/h, Et même en on ville, n'arrivera pas plus on vite. peut avoir une Bugatti à Même en ville, 300 km/h, mais à Paris, on va rouler à 26 ou 30 en moyenne. Donc, ouais, voilà, donc c'est ridicule, c'est ridicule, c'est ça ridicule. dépend Donc, des usages et des passions. bien sûr, Mais voilà, voilà, voilà. Non, mais donc il faut toujours mettre, en fait, le message de ces ouvrages quand on parle d'avions, de voitures, de consommation, de restauration, tout ça, c'est il faut d'abord investir pour constituer son patrimoine, créer des actifs, créer des entreprises qui rapportent de l'argent, qui deviennent elles-mêmes, elles ont une valeur. C'est ça qui va vous permettre de vous libérer du salariat. Parce que quand on goûte au salariat, qu'on devient salarié, j'ai été salarié avant. Quand on est salarié, on prend goût à ce salaire. Parce que ce salaire, il nous enferme dans une routine. En plus, on a des avantages, on a des tickets restaurants, on a la moitié de notre transport qui est remboursé par l'employeur, on a des congés payés, on peut avoir un comité d'entreprise. Donc tout ça, c'est fait pour endormir un petit peu notre créativité. C'est pas, je dis pas que c'est un complot, hein, mais quelque part au bout de 5 10 ans, ça y est, on n'est plus à même de, on a gagné trop de choses en gains, en intérêt personnel. On a une situation trop confortable pour pouvoir prendre le moindre risque. Et là, ça y est, on est enfermé dans la matrice. On peut plus sortir de la matrice, on est piégé.
En plus, si on a un crédit bancaire sur le dos, on est doublement piégé parce que la banque n'acceptera pas que vous mettiez fin à votre CDI parce qu'il faut rembourser tous les mois les mensualités. Il faut payer les factures. Donc voilà, on est pris au piège. Et c'est pour ça que j'essaie de sensibiliser toute cette jeunesse que j'ai en face de moi. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'étudiants que je peux croiser dans mes cours. Et j'essaie de leur dire, c'est maintenant qu'il faut prendre le risque. C'est maintenant que là, vous êtes étudiant, vous vivez chez papa, maman, ou vous avez un appartement d'étudiant, vous risquez rien du tout à tenter votre expérience entrepreneuriale. Et si moi, je pouvais revenir à l'âge de 20 ans, mais je lancerais un business, mais tous les 3 mois, juste pour tester l'idée. Parce qu'il n'y a rien à perdre. Ça coûte rien de lancer une entreprise. Ça coûte, on va dire, allez, ça coûte quelques milliers d'euros, quelques centaines d'euros pour s'enregistrer à la chambre de commerce. Après, on peut lever des fonds. Enfin, faut se débrouiller, quoi. Faut bouger. Donc ouais, il y a rien à craindre. Les étudiants, franchement, ils ont zéro risque. C'est après quand on est cadre et qu'on a un enfant, on est marié, là, c'est plus compliqué. Là, je l'entends. Là, si quelqu'un me dit, ouais, je peux pas mettre ma famille en danger, j'ai un enfant, j'ai un crédit, je dis, je te comprends. Respect. Et dommage. T'aurais dû essayer peut-être avant. Mais c'est pas perdu non plus. Il peut toujours investir dans l'immobilier. Il peut investir dans les actions. Il peut devenir un investisseur auprès d'entrepreneurs. Mais il le sera pas, elle le sera pas ou le sera pas lui-même. Mmh. Après, c'est toujours possible. Ça prendra peut-être plus de temps, mais c'est toujours possible. Il y a, j'imagine, beaucoup d'histoires de personnes qui ont femmes et enfants, ou hommes et enfants, et qui arrivent à construire un business sur leur temps libre. Alors, on a eu une petite coupure, mais on va pouvoir reprendre. Donc, Bassem nous parlait d'une histoire. Donc, je te laisse reprendre là où tu en étais. Donc oui, je disais en fait qu'il est toujours préférable de se lancer jeune, parce que ça nous laisse l'opportunité de tenter, de retenter, de se perfectionner. Mais il y a quand même des contre-exemples où il y a des personnes qui ont percé tard dans l'entrepreneuriat. Et justement, je parlais du colonel Sanders, qui était un entrepreneur qui a créé la chaîne de KFC, donc le poulet frit de Kentucky, Kentucky Fried Chicken. Et donc, c'est un succès entrepreneurial assez important quand même. C'est comme McDo, enfin, toute proportion gardée. C'est pas aussi gros que McDo, mais ça marche quand même pas mal. Et donc, c'était vraiment un exemple de persévérance parce qu'il avait essayé plein de business à 30, 40, 50 ans qui n'avaient pas marché. Et puis là, c'était un petit peu la dernière chance. C'était un petit peu la dernière chance. Et puis ça a marché d'une manière incroyable. Et ça existe encore aujourd'hui. Ok, Donc, effectivement, c'est une success story qui est assez incroyable. Euh, oui. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous partager comment tu gères ton argent? Alors là, on change un peu de sujet, mais voilà, comment tu gères ton argent, toi, alors que ce soit, je te laisse choisir entre dans ta boîte ou personnellement. Alors, déjà, première règle d'or. Je vais pas faire quelque chose de trop spécialisé, mais je vais rester sur des idées, tu sais, brutes, volontairement. Premièrement, première règle d'or, j'essaie d'en gagner un maximum. Premier, premier principe de base. J'essaie d'en gagner un maximum. Deuxième principe de base, je veux les placer intelligemment. Donc, je veux les placer sur des véhicules, j'appelle ça des véhicules financiers, qui vont à terme pouvoir me rapporter, qui vont pouvoir être rentables, qui vont pouvoir m'aider à constituer un patrimoine. Par exemple, si j'ai un peu d'argent et que je veux les sécuriser, par exemple, j'ai besoin de les sécuriser, bah, je vais acheter un bien immobilier. Parce que le bien immobilier, bah, il va rentrer dans mon patrimoine, d'une part, donc il va agrandir mon patrimoine. Et puis à terme, c'est quelque chose que je pourrais par la suite louer, découper. Si
j'ai une galère dans la vie, ça peut arriver à tout le monde, je peux le vendre. Donc ça peut me créer du cash, beaucoup de cash tout de suite. Donc voilà, donc c'est une manière de thésauriser l'argent, c'est-à-dire de l'économiser intelligemment. Thésauriser l'argent, c'est que je vais investir dans un appartement et donc je réfléchis toujours, premièrement, à en gagner un maximum, comme beaucoup de gens, je pense que je suis pas le seul, et puis ensuite à ne pas les investir sur du bling-bling ou sur de l'ostentatoire, mais par exemple, si je reçois 80 000 euros, si je gagne 80 000 euros, je donne un exemple vraiment pratique, ma première pensée, ça va pas être quel est le modèle de Porsche que je vais acheter. C'est le nombre d'appartements dans lequel je vais pouvoir investir. C'est plus comme ça que je réfléchis, en fait. Ok. Je pense toujours au coup d'après, en fait. Parce que sinon, si tout ton argent va vers la consommation, bah, en fait, tous les efforts que tu as faits, bah, ils sont dissous, quoi. Ils sont dissipés. T'as pas avancé, en fait, finalement, vers ton objectif. Il faut toujours réfléchir, comme on dit dans les finances, en bon père de famille, et il faut toujours prévoir le coup d'après. Et donc, c'est comme ça que je réfléchis. Donc, si j'ai un peu d'argent, j'essaie toujours d'abord de l'épargner automatiquement. Je mets en place une épargne automatique. Comme ça, j'ai même pas à y réfléchir. J'essaie vraiment de mettre un système et qu'ensuite il roule tout seul. Quand la somme que j'ai réunie, elle est suffisamment importante, je l'investis soit en immobilier, soit dans des actions. Par exemple, je peux investir dans des indices comme le SP500, ce qui est recommandé justement dans votre argent ou votre vie de Vicky Robin, d'investir sur le SP500. C'est un indice américain, en fait. C'est comme le CAC 40. C'est un indice américain qui représente les 500 plus grandes entreprises américaines. Et donc, chaque année, il fait à peu près entre 9 et 12% de croissance. Tu peux vérifier. Tu tapes juste SP500, tu regardes la courbe depuis 20 ou 30 ans et la courbe, elle est exponentielle. Ok. Alors, bien sûr, il y a des moments où ça chute, comme en 2008 lors de la crise des subprimes ou lors du Covid, mais après, ça repart toujours de plus belle. D'accord. Donc voilà comment je réfléchis. Et puis, j'essaie toujours de que l'argent que je gagne, c'est toujours de faire en sorte de le conserver et de faire en sorte qu'il vienne m'aider à agrandir mon patrimoine. C'est comme ça que je réfléchis en fait. Ok. Et alors, en t'écoutant, je me demandais si tu t'étais fixé un plafond à partir duquel tu vas non pas ne plus investir, mais réduire un peu les investissements pour peut-être bah, justement pouvoir commencer à t'acheter des passifs ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu as réfléchi ou tu es vraiment dans une optique où pour l'instant tu investis tout sans avoir défini de limite? Alors franchement, ta question, elle est super pertinente. Elle est franchement très intéressante. En fait, moi, la limite que je me fixe, parce qu'en fait, sinon, c'est un jeu qui n'a pas de fin, en fait. Si tu suis ma logique, je peux continuer à faire ça jusqu'à l'âge de 65 ans. Mais en fait, moi, la limite que je me suis fixée, c'est que dès que j'ai suffisamment d'actifs, à partir du moment où j'ai suffisamment d'actifs, c'est-à-dire d'entreprises, de biens immobiliers ou d'actions qui me rapporteront suffisamment plus que ce que je gagne actuellement, ben, ça voudra dire que je dois basculer, je dois changer de système. Je peux m'arrêter de travailler et là, j'aurai atteint l'indépendance financière. D'accord. Donc en fait, la limite que tu t'es fixée, c'est atteindre l'indépendance financière. Et à partir de ce moment, peut-être il y aura des changements qui vont être opérés dans ta façon Ah oui, d'investir. forcément, parce qu'en fait, tu as gagné le droit, t'as gagné le droit de quitter la partie. Hmm. Ce D'accord. droit-là, tu l'as gagné par tes efforts, par ta patience, par ta détermination, par ton organisation. Tu as le droit de quitter la table. C'est comme un poker. Tu as le droit de quitter la table et de dire, bon, voilà, je repars avec mes jetons, je repars avec mes gains. Et j'ai suffisamment travaillé pour pouvoir partir la tête haute et puis les poches pleines. Ok. Alors,
Bassem, avant de conclure cette interview, je pose généralement 3 questions. Mais avant ça, est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé parler et qu'on n'a pas abordé? J'aurais souhaité aborder, mais peut-être qu'on le fera une autre fois avec grand plaisir, la création d'entreprise, parce que je veux vraiment démystifier ça, c'est-à-dire lever le mythe et expliquer aux gens combien c'est facile de créer une boîte. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais on en parlera peut-être dans un futur proche, avec grand plaisir. Mais je te jure, Maxime, c'est tellement simple de créer une boîte que c'est ridicule en fait. C'est vraiment simple et je voulais tellement en parler, mais on aura le temps d'en parler dans un autre moment peut-être. Ouais, bah alors effectivement, les conditions sont pas optimales pour qu'on puisse en discuter pendant des heures. Ce serait vraiment passionnant, mais les conditions sont pas top. Donc bah, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, à nous faire remonter si vous voulez avoir justement cette deuxième partie. Et donc maintenant, pour les questions, la première, c'est si je te dis le mot argent, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Pour moi, l'argent, c'est la liberté. Liberté. Ok. En fait, si tu veux, c'est un peu subtil. Ça peut représenter à la fois une prison, parce que c'est le moyen par lequel on peut te pervertir en t'achetant, en t'achetant en tant que salarié. C'est-à-dire que tu peux prendre plaisir à gagner de l'argent, mais si tu vois ça que comme un plaisir, ça sera comme une sorte de péché. Tu sais, la gourmandise, ça fait partie des 7 péchés capitaux, d'accord? Donc si tu prends que du plaisir à gagner de l'argent, pour moi, quelque part, c'est un peu un péché parce que tu as été trop gourmand. On dit d'ailleurs aux gens, toi, tu es trop gourmand, tu aimes trop ça. Donc, mais moi, je le vois comme une liberté. C'est-à-dire que l'argent, il a été conçu selon moi, et c'est comme ça que j'invite les lecteurs qui lisent les livres que j'ai dit, c'est l'argent, c'est un moyen qui peut vous libérer du salariat, qui peut vous libérer définitivement et atteindre l'indépendance financière, c'est-à-dire avoir des revenus qui travaillent pour nous en mode passif, des passifs qui nous rapportent de l'argent, et sans que nous, on puisse se lever à 6 heures du matin pour aller à la pointeuse, quoi. Alors, la deuxième question, je vais la modifier un peu. Normalement, la question c'est est-ce qu'il y a un livre ou une application que tu recommandes au lecteur? Bon, je pense que tu es plutôt partisan de The Millionaire Next Door, Your Money or Your Life ou Père riche, Père pauvre. Euh, donc, est-ce que il y a un... bah, on va garder la question, mais est-ce qu'il y a un autre livre, à part ces trois-là, que tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Ou peut-être est-ce qu'il y a un autre livre sur le feu pour la maison d'édition que tu diriges? Oui, il y a un troisième livre sur le feu dans la maison que je dirige, qui s'appelle Frégate Édition, qui s'appelle Comment devenir riche. Et là, je suis en train de faire les dernières lectures, les corrections, qui s'appelle Comment devenir riche de Félix Denis. Donc le livre existe, c'est un entrepreneur britannique un petit peu qui ressemble à Richard Branson, qui a créé tout l'empire Virgin, Virgin Megastore, Virgin Radio, Virgin Mobile, etc. Et donc là, oui, il va sortir prochainement. Là, je suis en train de relire, de faire les dernières relectures. Et donc, c'est l'histoire d'un entrepreneur qui prend le lecteur en tête à tête, en face à face. Et il va lui raconter toute son histoire. Mais c'est vraiment comme si c'était un rendez-vous en fait avec le lecteur. Et c'est très plaisant comme livre. Il est très drôle. C'est un personnage, malheureusement, il est décédé maintenant. Mais c'était un personnage très drôle, très unique. Il n'a pas vraiment de référence en France. La seule référence que je pourrais dire, mais ça ne lui ressemble pas vraiment ou pas du tout, c'était un peu Bernard Tapie qui nous a aussi quittés. Mais non, je dirais le personnage qui lui ressemble le plus, c'est vraiment Richard Branson, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui est capable de mettre des robes de mariée, qui est capable de faire des photos avec des hôtesses de l'air, qui est capable d'être vraiment dans le deuxième, dans le troisième degré. On n'a pas tellement d'entrepreneurs comme ça en France, mais c'est OK, c'est cool. Et donc voilà, c'est le prochain livre qui va sortir chez Frégate Édition et j'en suis très fier. C'est un livre qui va encore apporter autre chose.
Sinon, le livre que moi je peux recommander, parce qu'il ne faut pas que je sois trop chauvin avec mes livres, pas du tout. Au contraire, c'est un livre d'un auteur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle MJ de Marco et qui a écrit un ouvrage que tu connais peut-être qui s'appelle L'autoroute du millionnaire, qui est aussi un super livre à mettre entre toutes les mains. Il a un côté je tape du pied dans la fourmilière, mais ça fait tellement du bien parce qu'on est on est trop à l'aise dans nos pantoufles près du feu que ça nous secoue. Donc vraiment un livre que je peux recommander en plus de tous ceux que j'ai cités, c'est vraiment ouais, L'autoroute du millionnaire. Et j'apprécie beaucoup la métaphore qu'il a réalisée. C'est qu'en fait, il dit il y a trois types de personnes. Il y a les personnes qui sont sur le trottoir, donc qui marchent sur le trottoir donc à une vitesse assez faible, enfin la vitesse d'un marcheur. Il y a des personnes qui sont dans le bus. Donc le bus, on sait qu'il ne roule pas super vite. Il est, on va dire, à 30, 40, allez, 50 km/h, grand max. Et puis il y a des gens qui sont sur l'autoroute. Et en fait, il fait une analogie entre ces trois personnages, celui qui est sur le trottoir, celui qui est dans le bus et celui qui est dans l'autoroute. Et en fait, il invite le lecteur à le rejoindre sur l'autoroute du millionnaire, c'est-à-dire qu'il décrit en fait une technique d'enrichissement rapide. C'est ça en fait l'autoroute, c'est qu'on va vite sur l'autoroute. Et donc il explique en fait comment passer d'abord du trottoir au bus, du bus à l'autoroute, et puis après il décrit tous les pièges à éviter une fois qu'on est sur l'autoroute. C'est un super livre. Le ton, il est vraiment, il secoue vraiment les lecteurs. Il les fait sortir de leur zone de confort. Voilà, c'est un super ouvrage que je peux recommander. Donc MJ de Marco, L'autoroute du millionnaire, c'est vraiment un livre. On en sort avec quelques bosses, mais franchement, on en sort revivifié et puis réveillé. C'est top. Ok. Et pour finir, la dernière question, c'est si tu avais un tableau blanc géant que tout le monde pouvait voir, qu'est-ce que tu marquerais dessus? J'ai le droit à combien de mots? J'ai le droit à une phrase? Tu Est-ce peux. que Tu peux je peux? écrire un roman si tu veux, c'est juste que ce sera plus compliqué à lire, mais Ok. Alors, si je pouvais écrire qu'une phrase, c'est choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas le sentiment de travailler un seul jour de ta vie. d'accord. Et Et pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Si je peux juste approfondir la phrase, juste 2 secondes. je t'en prie. L'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est le seul moment de ta vie où tu vas pouvoir choisir librement ton secteur d'activité, tes clients, ton positionnement, ton produit, ta manière d'aborder ton marché, les gens avec qui tu vas travailler. Donc, en fait, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la liberté totale. Tu vois? Et donc, le meilleur job du monde, c'est le job où tu es à la fois le plus libre, premièrement, premier critère. Deuxièmement, c'est le job où tu es le plus épanoui. Et troisièmement, c'est le job où tu es le plus créatif. Donc, si tu trouves un job où à la fois tu es libre, tu es épanoui et tu es créatif, franchement, on n'est pas loin du bonheur là. Ok. Et alors, pour, euh, pour conclure, comment les gens peuvent te retrouver, te contacter, lire tes livres? Ok. Les gens peuvent me retrouver sur LinkedIn très, très facilement. Ils ont juste à taper Mejri Bassem promo cours parce que j'ai pas mal d'homonymes, donc on peut tomber sur une autre personne. Ils peuvent aussi me retrouver sur Instagram. J'ai un compte Instagram millionnaire Next Door FR. Donc là où les gens peuvent me retrouver, me contacter. Les ouvrages sont disponibles sur Amazon, donc très simplement. Sur la FNAC, lafnac.com. Et également chez De Citre, qui est comment dirais-je, une librairie lyonnaise, en fait, une grande librairie qui a des succursales. On travaille avec eux aussi. Sinon, il est commandable vraiment dans toutes les librairies de France et de Navarre. Vous allez dans n'importe quelle librairie, où que vous soyez, vous dites, voilà, je veux commander Millionnaire Next Door. Le libraire va taper le titre euh, dans sa base de données. On est enregistré dans toutes les bases de données. Et une fois que la commande est passée, vous le recevez sous 48 heures. On est plutôt réactif. Ok, parfait. Alors bien sûr, tous les liens pour te retrouver, pour les livres, tout ce qu'on a mentionné lors de notre échange seront dans la description.
En tout cas, Bassem, ça a été un plaisir. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Et Merci beaucoup. je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Allez, salut! Merci infiniment. Ciao. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors, merci. Si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site pausebudget.fr. Deviens maître de ton argent.